Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Et c'est là que le sentiment d'ambivalence a commencé quelque part. Être heureux et en même temps inquiet entre c'est incroyable ce qui nous arrive, on attend 2 bébés et ouais mais quand même la petite voix à côté qui me disait: «Attention Swazik, prépare-toi, peut-être que». L'ambivalence des sentiments, c'est quelque chose d'assez particulier et qu'on n'arrive pas à transmettre à l'entourage. Et ça, après, ça a perduré, ça s'est amplifié au fur et à mesure des nouvelles. Quand on a pris la décision avec Yannick d'accepter l'un des choix qu'on nous proposait, à savoir donc l'interruption sélective de grossesse à 19 semaines d'aménorrhée, je ça a été vraiment un choix de 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 sauvegarder et de sauver l'enfant qui allait bien. Ça a pas été un choix, on se dit: «Oh bon, bah, allez», tu vois? C'est pas un choix anodin, on choisit pas un paquet de pâtes en se disant qu'on préfère l'autre. Non, c'est vraiment un choix de se dire: «Qu'est-ce qui vaut mieux pour celui qui vit et qui va bien? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait?» Hem, Ce qui était plus douloureux sans doute, c'est ce sentiment de porter la vie, tu vois? Et de se dire que juste à côté de mon bébé, il y a un petit corps sans vie qui n'évoluera plus. C'est quelque chose qui m'a vraiment mise à mal. Donc j'étais un peu, seule. Je me sentais très seule à ce moment-là. Après, j'ai eu des forums où j'ai rencontré des mamans qui avaient perdu leur bébé ou dont je me sentais proche et en même temps, bah, c'était compliqué parce que moi j'avais un bébé qui allait vivre alors, mais je me sentais pas à ma place parce que je me sentais pas en droit, par rapport à tout ce que je lisais sur des femmes qui ont vécu une IMG, qui ont vécu ce genre de choses, d'actes, je me sentais pas légitime et en droit de pleurer puisque moi, j'avais un bébé vivant, qui allait naître et qui allait bien. Donc je me sentais pas, j'étais voilà, entre 2 eaux comme on dit. J'étais vraiment, dans un état second et pendant longtemps. C'est assez fou comme le corps est capable de supporter les choses et de c'est comme une rivière, tu sais, tu es transporté et tu attends de pas tomber sur la chute d'eau où tu essaies de voguer au mieux à contre-courant parfois, et c'est ça qui est enfin, c'est difficile et en même temps, j'ai beaucoup dit ce mot difficile, mais c'est nécessaire. C'est le chemin du deuil, c'est en tout cas pour moi, ça a été chaotique, ça a été dur, violent et en même temps, j'avais besoin de cette réalité pour me dire je vais avoir un enfant vivant et ça va bien se passer. Tu vas voir, il sera bien ce petit. Il y a pas de raison. Ça va aller. Ça va aller. Attendre 2 bébés en même temps,
Attendre 2 bébés en même temps, ce sont des projets en grand, des émotions décuplées. La grossesse multiple, c'est un peu le tour de magie ultime. Pour Swazik, c'est 1 + 1 = 4. C'est tout multiplié par 2, c'est voir en double, penser en double. Mais quand 3 lettres font irruption dans cette douce réalité de la grossesse gémellaire, elles viennent tout bouleverser. Ces 3 lettres, ce sont le I, le S et le G. ISG, interruption sélective de grossesse. L'ISG, c'est devoir encaisser que l'un des bébés ne va pas bien, tandis que l'autre est en pleine santé. C'est le grand plongeon en eau trouble. C'est dire au revoir, oui, mais c'est voir sa grossesse se poursuivre aussi. C'est boire la tasse au milieu d'une traversée qui était pleine de promesses, mais devoir vite, très vite remonter à la surface. C'est sentir se détacher un bout de soi, perdre l'équilibre et vaciller, tout en devant rester debout. ISG, c'est un petit cœur qui cesse de battre, c'est un bébé qui cesse de se développer, tandis que l'autre poursuit l'épopée de sa vie in utero. ISG, c'est une mère tiraillée comme laissée seule au milieu des flots. C'est éprouver tout et son contraire dans sa tête, dans son cœur, au plus profond de son ventre. ISG, c'est tout ce qui se fragmente en deux. C'est la dissonance, c'est l'ambivalence des sentiments, c'est la décision inimaginable. C'est se prendre des vagues de joie et de tristesse, d'espoir et de peur, des vagues de vie et de mort, et tout ça en même temps. C'est le vide et le plein au même endroit, en quelque sorte. C'est être écartelé entre 2 rives en prise avec des courants contraires. C'est amorcer un deuil tout en se préparant à accueillir la vie. Et à quelle bouée on se raccroche en fait quand on nage dans les eaux troubles d'une grossesse cabossée, d'une grossesse double, mais qui n'est plus si double que ça quand on est en train de devenir une mer en plein milieu d'un océan d'interrogations, de silence et de non-dits. Mais comment parvenir à garder le cap au milieu des bourrasques ? Eh bien, en levant peut-être les yeux et en regardant briller les étoiles. Et peut-être que là, il y en a une qui scintillera encore plus fort. Au revoir podcast, épisode 49, Swazik, nager entre 2 eaux. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Swazik. Swazik vit à Toulouse avec Yannick, ils sont ensemble depuis plus de 20 ans, et leur fils, Lucas et Sacha. 2 fils et une étoile donc. Cette étoile, elle s'appelle Gabrielle. Parce que lors de sa première grossesse qui débute en 2007, Swazik n'attend pas 1, mais 2 bébés. Avoir des jumeaux, c'était d'ailleurs un peu son rêve, en quelque sorte. Parce qu'elle a elle-même un frère jumeau, Swazik le sentait au plus profond de son cœur. Un jour, elle aussi allait réussir ce miracle, celui d'attendre 2 bébés en même temps. Dans ma tête, depuis toute petite, étant jumelle, j'étais persuadée que j'aurais des jumeaux. C'était une certitude. Et d'ailleurs, j'avais dit à Yannick, c'est une possibilité. Prépare-toi, si on devait avoir une grossesse, elle peut être gémellaire. Donc moi, pour moi, c'était pas du tout stressant pour moi. C'était quelque chose que j'avais assimilé depuis l'enfance et que j'espérais presque. Donc j'ai commencé par faire un test de grossesse. Et c'est vrai que quand j'ai vu les barres s'afficher, ça a été un grand oh là là, c'est maintenant, ça y est quoi. Je me souviens être arrivée dans le salon et dire à Yannick, je suis enceinte. Ça y est, c'est pour nous. Donc lui était content parce que bon, même si à ce moment-là, il mesurait pas ce que c'était vraiment, je pense que lui, à ce moment-là, ça lui faisait plus peur qu'autre chose. Mais moi, j'étais sereine, quoi. J'étais avec l'homme de ma vie, on allait avoir, un bébé ou plusieurs, puisque je me faisais, à l'idée et c'était grandiose, quoi. C'était chouette. C'était un beau moment de vie, ouais. Après quand j'ai rencontré le gynéco pour la première fois, donc pour l'échographie, de datation, je me souviens encore de sa tête, il était vraiment assez perturbé et il savait pas vraiment comment me dire les choses et c'était très drôle de voir dans son regard je sais pas comment je vais vous dire ça. Vraiment, je ne sais pas et moi j'étais inquiète parce que du coup, je me suis dit: «Ah s'il faut, je suis pas enceinte, peut-être que, bah, ça a pas tenu» et quand il m'a annoncé que c'était des jumeaux,
C'est assez, fou, en tant que jumelle de se dire: «Moi aussi je vais donner la vie à des jumeaux». Il y a quelque chose de comme une transmission, quelque chose de grand, quoi. C'est, l'histoire familiale qui se répète, c'est sensationnel, quoi. C'est se dire, «Waouh, je veux faire ça moi. Moi, je vais donner la vie à 2 enfants». C'est, grand, c'est beau, c'est fort, quoi. Après, je suis rentrée et quand j'ai annoncé la nouvelle à Yannick, par contre, lui, il a dû s'asseoir, hein, vraiment. Il a dû s'asseoir et il m'a dit: «Ah! Ah donc c'est bien ça, c'est bien ce dont tu me parlais, et ça nous arrive à nous. OK, bon, bah, allons-y quoi». Mais il n'était pas très serein non plus, parce que une grossesse, c'est quelque chose, de beau, mais ça peut être compliqué et lui, il avait déjà pris la mesure de ça bizarrement, je crois. 2 bébés. Swazik attend 2 bébés. Comme sa maman avant elle, elle entame l'aventure de la grossesse gémellaire. 2 petits garçons dont les cœurs battent à l'unisson dans le creux de son utérus. La grossesse gémellaire, c'est sentir son cœur gonfler pour englober tout cet amour, au carré. Lors des échographies, on parle de J1 et de J2, jumeaux 1 et jumeaux 2, qui seront prénommés Lucas et Gabriel. Lors d'une échographie importante, justement, J1 va bien, tout est parfait, mais quand le médecin pose sa sonde sur J2, il prévient Swazik et Yannick. La clarté nucale de leur bébé, de leur deuxième fils, est un peu épaisse. Première vague, première secousse, premier questionnement. Et c'est là que le sentiment d'ambivalence a commencé quelque part. Être heureux et en même temps inquiet entre, c'est incroyable ce qui nous arrive, on attend 2 bébés et ouais, mais quand même, la petite voix à côté qui me disait: «Attention Swazik, prépare-toi, peut-être que». Et ça a été un sentiment assez, que j'ai gardé d'ailleurs, je crois. C'est toujours ambivalence que je ressens. L'ambivalence des sentiments, c'est quelque chose d'assez particulier et qu'on n'arrive pas à transmettre à l'entourage. Donc moi, je voulais pas dire que j'étais inquiète parce que, à ce moment-là, ça il y avait pas lieu de le dire. Mais à la maison, entre Yannick et moi, c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions déjà, à ce moment-là, ouais. C'était pas aussi serein qu'on voulait le faire, penser. Et ça, après, bah, ça a perduré, ça s'est amplifié au fur et à mesure des nouvelles. Je me souviens de cette échographie à Necker où, le docteur a été mais d'une, comment dire? Il y avait pas d'empathie. J'avais l'impression d'être un numéro et on me dictait des choses, comme ça, «Oui, alors là, vous voyez, la clarté nucale, oui, bon, bah, effectivement, bon, bah, là, je suis désolée de vous le dire, mais il a pas de rachis, il a pas de les gros poumons, bon, bah, il va falloir, faire quelque chose». Et c'était assez, mais d'une violence. Tu vois cette sensation d'être aspiré, d'être, complètement, ouais, happé par le fond et de se dire que: «Ah je vais pas survivre à ça, c'est pas possible en fait ce qu'on me dit» et en même temps, c'était assez voilà, là c'était dur parce que, quelques minutes avant, on venait de m'annoncer, que j'avais un beau petit garçon qui allait naître et 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 à côté de ça, j'avais un petit garçon, heu, qui n'allait pas vivre. C'était une évidence et là tu te dis: «Mais je peux pas, ça veut pas rentrer, je veux pas que ça rentre dans ma tête, je veux pas, c'est trop douloureux, c'est trop horrible». C'est et là, ouais, l'ambivalence des sentiments a été encore plus, violente, en fait. Parce que, parce que je voulais quand même me réjouir, du fait de peut potentiellement, en tout cas, à ce moment-là, pouvoir donner la vie et en même temps de me dire, «Comment on va faire? Qu'est-ce qui va m'être proposé? Comment je vais accoucher de mon bébé mort? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de la grossesse? Est-ce qu'on va pouvoir me l'enlever tout de suite et puis continuer la grossesse?» C'était, vraiment un tas de questions. Bah, là, pour le coup, on était un petit peu, acculés et on savait pas exactement, où aller, comment et c'était assez, assez difficile, ouais. C'était très dur cette période, très, très dur et on attend,
Bon, si vous avez besoin, vous pouvez vous tourner vers tel service, vous pourrez, poser des questions à tel professionnel. Il y a pas de, transmission de données à part, celle de l'échographie et j'ai trouvé ça hyper violent. Ouais, c'est violent, en fait. La seule chose sur laquelle il nous a vraiment identifiés, où on devait faire quelque chose, c'est ça, c'est de se dire: «Vous aurez des choix à faire». C'est ça qu'il nous dit. Mais quel genre de choix? Quel genre de choix quand on vous annonce que l'un des jumeaux ne va pas bien, tandis que l'autre semble en pleine santé? Quel genre de choix quand on sait que la mort va probablement précéder la vie, mais qu'on n'a aucun repère pour savoir quand et surtout comment? Swazik et Yannick naviguent à vue, seuls face à une tempête énorme. Et ce n'est qu'après ce rendez-vous dénué d'humanité et d'empathie qu'ils vont en savoir plus. On leur expose les risques, les scénarios possibles, les alternatives. On leur dit que des décisions devront être prises, que dans ce cas de figure précis et compte tenu des malformations identifiées, la poursuite de la grossesse pourrait mettre en péril la vie de leurs 2 bébés. Et puis, il y a ces 3 lettres qui sont prononcées. ISG. 3 lettres que Swazik et Yannick découvrent, incrédules, sonnés. Quand un bébé présente in utero une pathologie d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic, il y a l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Mais quand ce bébé malade n'est pas seul in utero, on parle d'ISG, d'interruption sélective de grossesse. Autrement dit, on injecte un produit via le cordon ombilical du fœtus afin que son petit cœur cesse de battre. Le terme de la grossesse auquel intervient ce geste dépend de nombreux paramètres. Swazik étant enceinte de jumeaux dizygotes, ils ne partagent ni la même poche ni le même placenta. L'ISG peut être pratiqué très rapidement. 2 voies possibles, donc, et une décision à prendre. Il y a pas de mots. Tu vois, j'arrive pas à trouver les mots. C'est de se dire, c'est ça les choix qu'on me propose. C'est ça le seul, la seule alternative, en fait. Mais alors du coup, ça veut dire que quel que soit le choix que je vais faire, à un moment donné, je vais être obligée de prendre la décision de tuer. C'est horrible de ce que je dis, mais c'est le sentiment que j'avais et que j'ai toujours. J'ai pouvoir de vie ou de mort sur mon bébé et ça m'a perturbée pendant très longtemps. Surtout qu'il faut savoir que quand tu fais ce genre de choses, le consentement n'est signé que par la mère. C'est-à-dire que tu signes un papier comme quoi tu consens à ce que, il y ait une intervention, sur ton bébé. Alors, j'entends que c'est parce que, c'est le corps de la femme et que c'est notre corps et qu'on se doit de choisir, mais à ce moment-là, tu vois, c'est mon corps, c'est vrai, mais c'est notre histoire de famille à tous les 4. Quelque part, j'ai eu la sensation de prendre la décision seule, alors que évidemment, c'était concerté. Évidemment, avec Yannick, on en a beaucoup parlé. Évidemment, c'était quelque chose de réfléchi, re-réfléchi dans tous les sens et on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de perdre un de nos bébés? Est-ce qu'on prend le risque de perdre les 2?» Quand, on a pris la décision avec Yannick, d'accepter, l'un des choix qu'on nous proposait, à savoir, donc l'interruption sélective de grossesse à 19 semaines, d'aménorrhée. Ça a été vraiment un choix, de sauvegarder et de sauver l'enfant, qui allait bien. Ça a pas été un choix, on se dit: «Oh bon, bah, allez», tu vois? C'est pas un choix anodin, on choisit pas un paquet de pâtes en se disant qu'on préfère l'autre. Non, c'est vraiment un choix de se dire: «Qu'est-ce qui vaut mieux pour, celui qui vit et qui va bien? Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait?» Interrompre la vie in utero de Gabriel, c'est sauver Lucas. Parce que ne rien faire ou agir plus tard, c'est prendre le risque que Lucas naisse trop tôt, beaucoup trop tôt. Et ça, Swazik ne le veut pas. Car son frère jumeau et elle sont nés prématurés, grands prématurés, à 29 semaines d'aménorrhée il y a plus de 40 ans. La prématurité, Swazik la connaît bien, ça fait partie de son histoire à elle, de l'histoire de son frère aussi, dont la réanimation a entraîné des séquelles très importantes. Prendre ce risque en connaissance de cause, c'est impossible pour Yannick et elle. Nous sommes mi-décembre. Le geste de l'ISG est prévu dans une dizaine de jours, le 21.
Swazik est enceinte de plus de 4 mois, et c'est comme si le compte à rebours était lancé avant d'arriver vers une destination qu'on ne souhaitait jamais atteindre. Une destination, ou plus justement une étape redoutée dans cette grossesse gémellaire, dont le terme est prévu quasiment 5 mois plus tard. Alors à ce moment-là, on a décidé avec Yannick, de vivre pleinement, les moments qui nous restaient à vivre avec notre enfant. On avait prévu des choses et ben, on les a faites. On est allé à cette période, c'était le marché de Noël à Strasbourg. On avait prévu ça en famille avec la cousine de Yannick et on s'est dit, «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'autorise à passer des moments, tous les 4, même si c'est avec, les cousins-cousines, est-ce qu'on s'autorise ça?» Et on vit pleinement le moment et on se dit: «Ça sera, sans doute, bah, le dernier moment qu'on vivra tout en tant que famille de 4 personnes» et du coup, on y est allé quoi. C'était doux, c'était serein, et en même temps l'angoisse, qui commençait à pointer le bout de son nez au fur et à mesure que, les jours, bah, s'égrenaient quoi. C'est, le jour fatidique, tu te dis: «Ah, c'est maintenant quoi, on y va» et ça va pas être, une chose simple et évidente. Donc le 21 décembre, au matin, voilà, on a rendez-vous dans cet endroit aseptisé avec des médecins qui nous enfin des médecins, des soignants, et ça va aller très vite et en même temps, je trouve ça assez fou parce que moi j'ai en tête, les couloirs de la mort, enfin ce genre de choses un peu, glauques et un peu, tristes et en même temps je me dis: «Faut que je tienne bon parce que là j'ai un bébé qui va bien, il faut qu'il sache que, qu'on l'aime par-dessus tout et que c'est, un geste d'amour quoi qu'il arrive». Ouais, c'était ça et en même temps, voilà, des questionnements tout le temps, savoir est-ce que, il y a pas, est-ce qu'après cette intervention, est-ce que, je vais pas perdre mes 2 bébés? Parce qu'il y a quand même, un risque, mine de rien, quand tu fais une amyosynthèse plus une interruption sélective de grossesse, bah, tu as un risque de fausse couche juste derrière. Ce qui était plus douloureux sans doute, c'est ce sentiment de porter, la vie, tu vois? Et de se dire que juste à côté de mon bébé, il y a un petit corps sans vie qui n'évoluera plus. Mais de quelle grossesse parle-t-on au juste? D'une grossesse gémellaire malgré tout, même si l'un des bébés ne grandira plus? D'une grossesse dorénavant simple, parce que l'unique bébé c'est celui qui va bien? Les mots manquent pour décrire ce que Swazik vit, parce que ces mots, on ne les lui donne pas. On ne lui dit rien, on ne lui explique pas. L'ISG est passé, mais c'est comme si maintenant ça ne servait plus à rien d'en parler, de s'en préoccuper, de l'aider à poursuivre cette traversée de la grossesse de la manière la plus paisible possible. Mais se prendre des vagues de silence, des vagues de non-dit, ça rend le voyage chaotique, encore plus incertain. Swazik voit malgré tout une psychologue de temps à autre, et ça l'aide un peu. Mais dans son quotidien, là où les mots manquent, la colère vient se loger. Une colère proportionnelle au poids de ce silence, mais aussi de l'amour pour Gabriel. Et puis passer de 2 à 1 bébé, c'est devoir rétro-pédaler, refaire des démarches, informer la crèche, la maternité où elle compte accoucher, les collègues, annuler la réservation de la poussette double aussi. Tu vois, j'arrive à ce magasin, en ayant vécu, ce que j'ai vécu, en me disant: «Bon, allez, on y va, il faut qu'on change le modèle de la poussette et il faut y aller, quoi». Donc j'arrive dans le magasin où on avait fait nos choix, avec ma maman d'ailleurs. Faut que j'y aille moi et que il faut que ça vienne de moi. Comme ça je l'assume et comme ça j'y vais, quoi. Je me fais violence et je vais arriver et lui dire, mécaniquement, voilà, je viens changer. Et alors donc j'arrive devant ce jeune homme, tout gentil d'ailleurs, alors ouais, il avait rien de voilà, il venait faire son travail et je lui dis, «Voilà, on avait, réservé une poussette gémellaire et en fait, on va pas pouvoir la prendre parce que tout compte fait, j'attends plus des jumeaux». Enfin, je sais plus comment j'ai sorti ça, mais en tout cas, je lui fais part du fait qu'il ne reste qu'un bébé et sa réponse, c'est de la violence ordinaire, tu sais? Il l'a pas fait exprès, il a pas été, malveillant ou quoi que ce soit. C'est juste ces mots, c'est juste, «Oui, c'est pas grave, on va changer ça». Mais et moi j'ai dit: «Beh, comment ça, c'est pas grave?» En fait, je m'attendais pas à cette réponse et je suis sortie
et il a fallu que je me calme parce que j'étais dans un état second et que je comprenais pas. Mais c'est quoi ce manque d'empathie? C'est quoi ce manque de d'humanité chez les gens? En fait, je n'ai pas le droit d'en parler, je ne peux pas en parler parce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont mal à l'aise. Comme ils savent pas comment faire et ils savent pas quoi dire, ils sont maladroits, parfois, insensibles, parfois, ils lancent des choses, des phrases toutes faites: «Oh mais, ça ira mieux plus tard, t'inquiète, enfin, il t'en reste un». Oui, bravo. Ce genre de choses et ça, c'est dur, ouais. Il m'est arrivé des tas d'anecdotes, où une femme dans le bus me regarde et me trouve énorme et me dit: «Oh là là, mais j'espère que c'est pas des jumeaux?» Tu as envie de lui répondre: «Bah si, et il y en a un qui est mort même, si tu veux savoir». Tu vois? Tu es tellement en colère, quand, j'ai, une collègue qui me dit, «Oh ça va, c'est qu'un bout de peau, arrête». Heu Bah non, toujours pas. Vraiment, je trouve ça d'une violence assez rare. Je vais aller me mettre en arrêt. Je pars, je peux plus et c'est vrai que pendant cette période, c'est le fait de pas pouvoir nommer et de dire, ça a été assez, et puis, d'occulter et je me dis: «Il va falloir que j'arrive à assimiler ça et à vivre avec ça» et Yannick est d'ailleurs dans cette optique-là, lui. Lui, il ne vit que pour ce bébé vivant. Mine de rien, ça a créé une espèce de fossé dans le couple, je trouve. On vit pas les choses de la même manière, on les vit, pas, Yannick, il était extérieur à ma douleur, tout en vivant sa propre douleur, mais celle que je vivais moins était juste innommable et je pouvais pas partager ça avec lui à ce moment-là et c'était comme un raz-de-marée, tu vois? C'est pas que je ne pouvais pas en parler à Yannick, mais lui gérait ça de sa à sa manière et moi j'avais besoin de vivre ça à ma manière à moi et d'avancer, à mon rythme, de poser des mots, de savoir si vraiment, ça tournait rond chez moi parce que tu te poses beaucoup de questions sur tout ce qui est, ta santé mentale. Comme le dit Swazik, quelle place pour ce bébé à la fois absent et présent, ce bébé dont le petit cœur ne bat plus, mais dont le petit corps reste en elle. Quelle place lui accorder et accorder à ce deuil quand les uns se concentrent avant tout sur le bébé qui va bien, sur Lucas, et quand d'autres occultent tout simplement la violence de l'épreuve. Occulter, taire, c'est ce qu'ont fait les soignants. Car à trop faire comme si cette grossesse était dorénavant normale, ils n'ont pas dit à Swazik ce qui allait se passer le jour de l'accouchement. Et ça, elle le découvre avec une sage-femme lors d'un cours de préparation à l'accouchement justement. Et j'ai voulu faire ça comme une fille lambda, avec une grossesse type normale puisque maintenant j'avais plus qu'un seul bébé. Et c'est vrai que quand j'arrive là-bas, je me dis: «Bon, ça va le faire, Soise, bon, essaie de te doter de la tête que ça se voit, tout va bien, ça se voit pas, il y a que toi qui sais, donc ça va bien se passer» et c'est vrai que bon, quand on m'a demandé, la première fois, pourquoi je venais et par 2 fois, tu vois, j'ai fait le: «Ah ben ils sont» enfin, j'ai pas dit qu'ils étaient 2, mais en tout cas, on comprenait qu'il y avait 2 bébés, quoi et j'étais un peu, en panique, et c'est là que j'ai demandé du coup à la sage-femme à la sortie de cette, préparation, ça me trottait dans la tête et je voulais savoir ce qu'il allait devenir de mon bébé. À aucun moment on m'a dit: «Votre bébé va se momifier et va devenir une galette». C'est, heu, c'est comme ça que la sage-femme me l'a dit, avec bienveillance, avec les mots, alors quand je te le dis comme ça fait pas très bienveillant, mais vraiment elle avait trouvé les mots pour m'expliquer exactement comment ça allait se passer, comment, le corps de ce bébé allait se momifier et comment, Lucas en prenant la place, qui lui était, destinée pour le coup, allait, faire en sorte d'aplatir le fœtus, le bébé, qui n'était plus vivant, quoi. Et donc ça, tu vois, ça a été, quelque chose d'assez compliqué pour moi parce que c'est à ce moment-là que tu te dis que tu le verras jamais. Et ça a été, ouais, je pense la chose heu, la plus dure pour moi.
de me dire que je verrai jamais cet enfant. Tu verras jamais son petit visage, tu verras jamais ses petites mains et ça a été, quelque chose qui m'a, beaucoup, peinée parce que, je voulais pouvoir le tenir dans mes bras bizarrement alors que bon, heu il y a pas de tu vois? Enfin, moi je voulais lui dire au revoir. Je voulais, pouvoir le prendre, près de mon cœur et lui dire: «Tu sais, j'ai fait ça mais je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie et voilà, je suis ta maman quoi qu'il arrive, quoi». Et quelques temps plus tard, en avril 2008, Lucas vient au monde. Lucas, le frère jumeau, bébé tant attendu pour qui aucun risque n'a été pris. Lucas, que Swazik a hâte de rencontrer, de prendre dans ses bras, une hâte qui se hisse au niveau de l'appréhension et de la peur de la suite. Foutue ambivalence, foutu aller et retour entre l'une et l'autre de ces deux rives, de ces deux mondes. D'un côté, c'est la vie, de l'autre, le deuil. Ce jour-là, en salle de naissance, c'est l'arrivée de Lucas que l'on célèbre. Et en fait, il n'y a pas de place pour le reste. Mais quand Lucas naît, il ne pleure pas tout de suite. Il est emmené à part et Yannick le suit pour être à ses côtés. On est bien vite rassuré, mais Swazik, elle, reste seule avec les équipes. Aucun mot n'est prononcé, tout est encore une fois non dit et sous-entendu. C'est là que tu prends conscience que le travail n'est pas terminé, qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'il va falloir y aller et que tu sais ce qui va se passer. Tu vas mettre un enfant, au monde, un enfant qui n'est plus vivant et qui ne ressemble même plus à un enfant et ça, hem, c'est quelque chose de c'est, c'est comme ça coupe le souffle. Tu sais, quand on me redemande de pousser alors que, tout le travail est terminé et que, le sage-femme qui s'occupe de nous me dit, bon, bah, là, il va falloir encore pousser, il va falloir y aller, et que tu sais la finalité, c'est le silence, c'est très dur. C'est très dur parce que c'est pas ça que j'imaginais, c'est pas ça que je voulais et en même temps, heu tu penses à après, tu penses à Lucas qui va bien, tu penses à lui et tu te dis: «Tu pas le droit de flancher, c'est terminé. Tu ne flancheras plus jamais. C'est non, c'est pas possible» et ça a été, quelque chose d'assez, violent, d'assez, dur et en même temps, empreint d'une infinie tendresse et de quelque chose de suspendu. C'est assez, et tu vois l'ambivalence, c'est tout le temps. Bon, avant déjà quand tu sais que il va se passer ça, tu perds de ton innocence et de quelque chose de, voilà, de cet ordre-là. Mais là, tout d'un coup, j'avais grandi, mais j'étais devenue une personne âgée quelque part, tu sais? Plus jamais tu verras la vie de la même manière, plus jamais, c'est terminé. Tu auras toujours en tête que la vie, elle peut te rendre les choses et pour le coup merveilleuses parce que Lucas, c'est l'amour de ma vie, c'est mon grand bébé et en même temps, elle peut tout enlever. Tu En un jour, en une naissance, tu vis ces 2 moments-là. J'ai l'impression qu'on m'a volé mon moment avec mes bébés quoi, quelque part. Lucas, une fois qu'il est revenu, près de moi, bon, il allait très bien, c'était un petit bouchon trop mignon, mais j'ai pas pleuré, tu vois? J'ai pas eu de larmes de je vois toujours, dans les émissions de télé, ces femmes qui ont une émotion tellement intense, qui pleurent beaucoup et bah, moi, c'est pas arrivé, en fait. C'est pas j'arrivais pas, c'était pas, envisageable et puis, fallait que je montre quand même à mon bébé qui va bien que je suis une maman forte. Faut y aller. Allez, on y va. C'était ça, quelque part. Je pense inconsciemment, je voulais pas qu'il naisse, avec de la tristesse ou ce genre de choses. Bon, après, je voulais pas, mais malgré tout, j'étais profondément ailleurs. C'est être présente et complètement, déconnectée et être, heureuse de vivre cet instant et en même temps, être complètement anéantie. Ça, c'est les sentiments que j'ai ressentis. Ouais. Être, comblée par quelque chose de grand, par quelque chose que tu donner la vie, il y a pas de mots à ce geste-là,
heu et en même temps, ouais, anéanti, c'est le mot, complètement. Pour beaucoup, la naissance de Lucas, c'est comme un point de départ. Il va bien, donc tout va bien aller. Mais c'est oublier que pour Swazik, le point de départ, c'est un test de grossesse positif et une échographie de datation avec 2 bébés, des projections avec une famille de 4. Swazik, elle a déjà couru un marathon avant que la course de la vie à 3 ne débute. Être en deuil, c'est incompréhensible, incompatible avec la venue au monde de Lucas. Et pourtant, on peut être en deuil, pleurer et se sentir vide, ménager un espace pour Gabriel tout en portant Lucas dans ses bras. L'un n'empêche pas l'autre, l'un va avec l'autre. Et c'est normal. Mais quand la douleur n'a pas d'espace pour s'exprimer ou si peu, quand cette douleur n'est pas vraiment accompagnée, la colère sourde et intense gronde. La colère qui dit « Tout n'est pas rose layette en fait, je vis un deuil aussi ». Cette colère, elle ressurgit devant une femme enceinte, devant des parents de jumeaux. Et quand ce n'est pas la colère, c'est aussi parfois la sensation d'être illégitime dans ce deuil périnatal. Parce que Swazik, elle a du mal à trouver sa place de mère endeuillée avec un bébé bien vivant, tout contre elle. Elle trouve de l'aide avec l'association Petite Émilie, du réconfort dans l'écriture. Elle chemine petit à petit, à son rythme, entourée de l'amour de sa famille, de l'amour de Yannick, dans un foyer où Gabriel n'est pas tabou. Et pendant ce temps de la reconstruction, les liens se tissent et se consolident entre Swazik et Lucas. Des liens de plus en plus forts, des liens qui réparent, des liens qui disent « Vous étiez 2 dans mon ventre, mais toi tu es là ». Mon rapport à Lucas a été, mis à rude épreuve, c'est-à-dire que je voulais pas m'attacher à mon fils, pendant des années. On a eu un rapport, pas fusionnel du tout pour le coup. J'étais très détachée de mon enfant parce que je voulais pas, s'il lui arrivait quoi que ce soit, je voulais pas souffrir et je voulais pas, je m'étais dit: «Bon, je cloisonne, je fais en sorte que si je m'attache pas, je devrais pas trop souffrir, c'est bon et puis la vie fait que, Lucas, c'est un enfant, qui est très curieux, qui marche très vite, qui parle très vite, très tôt, qui a un rapport à la mort assez, incroyable pour son âge. À 3 ans, il me parle déjà, des oiseaux morts et il se demande pourquoi ils sont morts et moi je suis là, mais je dis: «Mais il a 3 ans, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça et comment je vais lui expliquer?» et puis il parle de l'univers, il est déjà très ancré dans un monde, d'adultes, bizarrement et puis vient ce jour où la veille de ses 3 ans, mon fils, me pose la question parce que je suis, je crois en culotte et en soutien-gorge sur le lit, je suis en train de m'habiller, je sais plus comment c'est arrivé, mais j'ai des traces, hein, les traces de la grossesse, j'ai mon ventre qui est très abîmé et mon fils me regarde et me dit: «Mais c'est quoi ces marques maman?» Alors je lui dis: «Beh, c'est quand tu étais dans mon ventre» et c'est et là, à la veille de ses 3 ans, donc fin avril, il me pose cette question assez folle: «Mais maman, on peut avoir 2 bébés dans son ventre?» Quand on attend un bébé, comment ça se passe? On peut avoir 2 bébés dans le même ventre? Et là, j'étais, assez surprise de sa question et je me suis dit: «Peut-être il nous a déjà entendu en parler avec son père et que peut-être, il l'avait intégré et que tout lui, il avait besoin de comprendre pourquoi c'était possible. Est-ce que» enfin, voilà, peut-être. Je bah, après ça, c'est moi qui extrapole, hein. Mais oui, c'était assez fou parce que, je me souviens encore de sa tête et je de sa petite bouille de petit bonhomme de 3 ans, qui me pose cette question et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre?» Et en fait, j'ai pas vraiment cherché de réponse. Je me suis dit que c'était le moment. Je me suis dit que s'il me pose lui la question, c'est qu'il est capable d'entendre la réponse. Et je lui ai dit, tout naturellement qu'il avait, quand je l'attendais, il y avait un autre bébé avec lui, qui s'appelle Gabriel et malheureusement Gabriel n'est plus là et c'est ça qui reste, comme souvenir assez doux et en même temps, incroyable, incroyable. La première fois qu'on évoque, son frère, lui et moi, c'est tout d'un coup, je m'autorisais de nouveau à pouvoir, nommer mon 2e fils
Quand je lui dis ça, il m'a regardé un petit peu avec des yeux ronds et il m'a dit: «Et pourquoi il s'appelle Gabriel?» Bah, parce que c'est le prénom qu'on a choisi avec, ton père et bon, bah, il m'a regardé, il me dit: «Ah d'accord» et il est parti jouer. Voilà, les enfants, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais pu poser des mots et puis lui, il avait pris ça de manière tellement sereine et tellement, tranquille que moi, ça m'a beaucoup apaisée, ouais. Ça a été, le début de quelque chose, je dirais. Le début d'une relation plus sereine avec Lucas, moins tourmentée. Un sentiment, de bien-être, de renouveau quelque part, ouais. De se dire: «Allez, on avance, allons-y» et main dans la main si possible. Parce que j'avais mis, beaucoup de distance et c'est là que je me suis, dit, «C'est ridicule. C'est ridicule, Soisy, que cet enfant, tu l'aimes plus que tout. Arrête, de te mettre des barrières» et pendant longtemps, Lucas n'a pas été très, affectueux. C'était pas son truc, l'affection. Alors que maintenant, en grandissant, il fait des grands câlins à sa maman. Enfin, il me prend dans ses bras avec sa tête au-dessus de la mienne parce qu'il 1,80 m, écoute. Ouais, ça, la vie d'après, c'est des challenges parce que moi, j'ai toujours eu peur de ce que ça pouvait représenter pour lui, le deuil périnatal et surtout l'acte, de l'ISG, de l'interruption sélective de grossesse. J'avais peur, de la façon dont il allait nous percevoir et j'avais peur qu'il me voie comme un bourreau, comme, une personne sans cœur. Pour lui, aujourd'hui, il se pose la question à savoir: «Oui, mais pour moi, tu sais, bon, bah, Gabriel, c'est mon frère, mais pour moi, il a pas vécu, donc il a pas d'importance particulière». Hem, alors au début, je te cache pas que bon, sa réponse m'a un petit peu, m'a un petit peu froissée, hein. En tant que mère, je me suis dit: «Bah, quand même, il exagère lui, quand même». Et en même temps, hem, je suis très contente parce qu'il a pu se faire sa propre, vision des choses. C'est-à-dire que pour lui, il comprend que ça m'affecte et en même temps, il comprend pas parce qu'il me dit: «Quel est l'intérêt de pleurer, quelqu'un que tu as jamais vu?» Tu vois? Il a déjà, sa propre opinion sur la chose et sur, et je lui dis: «Mais toi, tu l'as peut-être enfin, moi, je l'ai jamais vu, c'est vrai, mais il a vécu dans mon corps, en fait. Je lui ai servi, de lieu de vie et en même temps jusqu'à son dernier souffle, il était à l'intérieur de moi, donc pour moi, c'est important que bon, après, c'est un adolescent, il commence à découvrir le monde et peut-être que plus tard, il comprendra et je lui laisse le choix de pouvoir le comprendre, à sa manière, quand il voudra, comme il peut, comme il veut. Si il arrive à se dire aujourd'hui: «Écoute maman, moi ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire, mais personnellement, ça ne me touche pas plus que ça», et ben peut-être qu'on aura, réussi à faire en sorte qu'il ait sa propre opinion et se faire, son propre chemin. Pour moi, ça, c'est, primordial. C'est important. C'est, ce qui fait qu'il est lui aujourd'hui. Lucas, il est lui. Il est le fils aîné de Swazik et Yannick, le frère jumeau de ce petit Gabriel qu'il n'a pas connu, mais qui compte tellement pour ses parents. Et puis, Lucas, c'est le grand frère de Sacha. Sacha, c'est le petit dernier. Lucas a tellement voulu être grand frère. Swazik savait que cette deuxième grossesse ne serait pas comme les autres, et d'ailleurs Yannick s'est projeté avant elle. Et puis un jour, elle se sent prête. Une deuxième grossesse avec ses propres défis, une grossesse avec des peurs, des interrogations. Nous sommes en 2012. Comme un cadeau de la vie, Sacha arrive au cœur de l'hiver, quelques jours avant Noël. Et c'est un 21 décembre que Swazik, Yannick, Lucas et Sacha rentrent tous les quatre de la maternité. Si cette date, elle vous dit quelque chose, c'est parce que c'est ce jour-là que Swazik et Yannick ont dit au revoir à leur bébé in utero. Le 21 décembre, une date si douloureuse, mais un jour où débute aussi une nouvelle vie. Comme quoi, Gabriel est partout. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que Swazik a vécu cette épreuve. Les années ont passé, elle a cheminé, s'est reconstruite en écrivant, en parlant, en échangeant, en témoignant, en faisant une juste place à ce bébé, à cette histoire dans sa famille, en acceptant la tristesse et la douleur, mais en ne réduisant pas sa première grossesse à ça. Parce qu'une étoile, c'est avant tout fait pour briller.
pour nous, c'est une histoire de vie. On a vécu ça, mais alors c'est certes complexe, particulier, mais c'est ce qui nous a fait, avancer, c'est ce qui nous a c'est à ce moment-là qu'on a vraiment construit notre famille et c'est ça le plus important, en fait. Alors il peut se passer tout et n'importe quoi dans nos vies aujourd'hui. On a réussi à surmonter ça, ensemble. Et puis, Yannick, lui, alors autant il n'en parlait pas avant et avec, le temps qui passe, il s'autorise à placer de temps en temps des mots, des petites pensées. Ouais, Yannick, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup parce que c'est mon mari et que je l'aime, mais je me dis, ça fait 20 ans qu'on est l'un près de l'autre. Alors avec, comme dans toutes les histoires de couple, hein, avec des hauts, des très bas. Yannick a été, ouais, d'un secours sans faille. C'est même plus qu'un secours, c'est comme j'aime à le dire, ma destinée, quoi. C'est lui, il me porte et quoi qu'il arrive, quoi. Quoi qu'il se passe dans nos vies, il est là, quoi. Et ça, c'est grand, même si pas toujours évident la vie d'un couple. On a deux beaux garçons en vie qui vont bien. On espère qui seront sereins dans leur vie. Moi, je veux qu'ils soient heureux, quoi. Peu importe le chemin qu'ils choisissent, qu'ils soient heureux. Et à côté, on a toujours quelque part dans le coin de nos vies, dans le coin du ciel, dans le coin du jardin, dans le coin de nos cœurs, notre petite étoile Gabriel. Et ça, voilà. Il fait partie de notre vie. Et c'est ça enfin, c'est ça qui nous aide en tout cas aujourd'hui. Cet épisode touche à sa fin et je te remercie infiniment, Swazik, d'avoir partagé ton histoire avec les auditeurs et auditrices d'Au revoir podcast. Sachez que Swazik a écrit un ouvrage tiré de son expérience. Il est intitulé « Journal d'une interruption sélective de grossesse » et a été publié aux éditions RS en 2015. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages d'Au revoir podcast consacrés au deuil périnatal dans le cadre d'une grossesse multiple, je vous mets toutes les références dans la description de l'épisode. J'en profite également pour vous remercier pour votre soutien lors de la campagne de financement pour la saison 5 d'Au revoir podcast et un grand merci tout particulièrement à Camille, Alexandra, Claire, Anne, Clémence, merci à Charlotte, Marion, Nathalie, Audrey de Wounded Women qui crée de la lingerie et des culottes pour les femmes qui ont des cicatrices abdominales et qui ont notamment vécu des césariennes. Audrey fait un magnifique travail. Je vous conseille vraiment ces produits. Merci également à Mélanie, Émilie, Liliane, Daniel, Marion, Manon. Merci à Elisa, Aude, Florine, Véronique, Catherine et Pauline. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser cet épisode. Un grand merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et en particulier sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.